j'ai poignardé ma mère dans le cœur avec un couteau de cuisine rouillé, pas pour la tuer, mais pour qu'elle sente enfin la lame froide de la trahison qu'elle m'avait infligée depuis 30 ans. Le sang n'a pas coulé, c'était une métaphore, bien sûr, mais dans ma tête, il jaillissait en fontaines écarlates, éclaboussant les murs immaculés de notre appartement haussmannien. Et quand elle a hurlé, ce n'était pas de douleur physique, mais de la réalisation que son fils indésiré, son erreur de jeunesse, venait de la dépouiller de tout, son secret, sa façade, sa vie entière. Ces 3 phrases, je les ai répétées comme un mantra pendant des mois, gravées dans mon esprit comme des cicatrices. Elles ont tout déclenché. Ce soir-là, dans la cuisine étroite de notre immeuble du Marais, où l'odeur de pain grillé masquait encore les relents de regrets familiaux, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je t'ai haï du premier jour, Alexandre. Tu n'étais pas prévu. Tu étais une chaîne à mon cou. » Sa voix, cette voix de professeur de littérature à la Sorbonne, si mesurée en classe, tremblait comme une feuille d'automne sous la pluie parisienne. J'ai senti mon monde s'effondrer, non pas en un cri, mais en un silence assourdissant, celui d'un enfant qui comprend enfin pourquoi les câlins étaient tièdes et les anniversaires expédiés. Je m'appelle Alexandre Duval, 32 ans, architecte freelance dans un atelier du 11e arrondissement, où je dessine des plans pour des lofts minimalistes qui n'ont rien de minimaliste dans leur capacité à cacher les fissures. Ma vie, avant cette confession, était une façade parfaite, un appartement cosy avec vue sur les toits de zinc, une petite amie nommée Élise qui peignait des nus abstraits et riait à mes blagues sur Baudelaire, des dîners avec des amis dans des bistrots enfumés où l'on débattait de Sartre comme si nos existences en dépendaient. Mais sous cette surface lisse, il y avait toujours eu une crevasse, une faille que je comblais avec du travail acharné et des verres de Bordeaux trop vite bu. Ma mère, Claire Duval, était le pilier de cette illusion, veuve depuis mes 10 ans, elle avait élevé seule un fils, brillant, comme elle le disait aux voisins, avec une efficacité allemande dans une ville qui chérissait le chaos romantique. Pourtant, ce soir-là, tout a basculé. Nous dînions ensemble, comme chaque jeudi, un rituel qu'elle imposait pour « maintenir les liens familiaux », selon ses mots. Le poulet rôti fumait sur la table, les pommes de terre sautaient crissées sous la fourchette, et je parlais de mon dernier projet, une extension pour une galerie d'art dans le quartier latin. Elle écoutait, hochant la tête, ses lunettes à monture fine glissant sur son nez aristocratique. Puis, sans préambule, comme si elle récitait un passage de Proust, elle a lâché « Alexandre, il faut que je te dise quelque chose. Je t'ai haï. Pas toujours, mais assez pour que cela compte. Tu étais non prévu, un accident après ton père, qui m'avait déjà quitté en esprit bien avant de partir pour de bon. » Le mot « haï » a résonné comme un coup de feu dans la nuit. J'ai lâché ma fourchette, elle a tinté contre la porcelaine, un son cristallin qui contrastait avec le bourdonnement dans mes oreilles. « Haï », ai-je répété, ma voix un murmure rauque, comme si l'air s'était raréfié dans cette pièce aux moulures haussmanniennes. Elle a continué, implacable, les yeux fixés sur son assiette comme si les mots étaient écrits dans la sauce. Oui. Chaque fois que je te regardais dans ton berceau, je voyais ce que tu m'as volé, ma liberté, mes rêves de voyage en Italie, ma carrière sans entrave. Ton père était un lâche, parti avec sa secrétaire quand il a su pour toi. Et moi, Claire Duval, la femme qui citait Camus au dîner mondain, je suis devenue une mère résignée, une ombre. La douleur n'était pas immédiate, elle s'est insinuée, lente comme le brouillard sur la Seine au petit matin. J'ai pensé à toutes ces années, les Noëls solitaires où elle lisait à voix haute des contes de Perrault sans sourire, les bulletins scolaires que je rapportais avec fierté et qu'elle commentait d'un « c'est bien, mais tu peux mieux faire », les soirées où je rentrais d'université et trouvais la table dressée pour une seule personne. Était-ce de la haine? Ou juste de l'indifférence polie, cette arme française par excellence? J'ai voulu hurler, la frapper, mais au lieu de cela, j'ai ri un rire hystérique, sec, qui a fait trembler les verres à vin. Et maintenant, ai-je demandé, les larmes brûlantes sur mes joues. Maintenant que je sais, qu'est-ce que ça change? Tu m'aimes un peu, au moins. Elle a secoué la tête, ses cheveux grisonnants cascadant comme une cascade de regrets. L'amour? C'est un mot pour les romans, Alexandre. Je t'ai élevé, nourri, éduqué. C'est plus que beaucoup de mères font pour leurs erreurs. Erreur. Le mot m'a transpercé comme une lame. J'ai quitté la table, renversant la chaise qui a claqué contre le parquet ciré. Dehors, la nuit parisienne m'a englouti, les lumières des réverbères dansaient sur les pavés humides, les couples enlacés passaient en riant, ignorant le gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds. J'ai marché jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient comme des promesses brisées, et j'ai jeté mon alliance imaginaire dans l'eau noire.
C'était le début de la fin, ou peut-être le début de ma renaissance vengeresse. Les jours suivants ont été un tourbillon de déni et de rage. Au bureau, je dessinais des lignes droites qui se courbaient en spirales incontrôlables, Élise me demandait ce qui n'allait pas, et je répondais d'un baiser fiévreux pour taire les questions. Mais la nuit, seul dans mon lit, les mots de ma mère tournaient en boucle, non prévu, chaîne à mon cou, erreur. Je fouillais dans mes souvenirs comme un archéologue fouillant une tombe, cette fois où, à 8 ans, j'avais cassé un vase Ming hérité de ma grand-mère, et elle m'avait regardé avec des yeux qui disaient « Tu ruines tout, l'adolescence », quand je lui confiais mes premiers émois et qu'elle changeait de sujet pour parler de Victor Hugo, même mon diplôme d'architecture, célébré par un dîner froid où elle avait porté un toast à « l'avenir prometteur de mon fils unique par nécessité ». J'ai commencé à noter tout cela dans un carnet noir, acheté dans une librairie du quartier latin, ces pages craquant sous mon stylo comme des os fragiles. C'était ma cartographie de la douleur, un plan d'attaque pour la guerre psychologique que je préparais. Car oui, je voulais me venger. Pas avec du sang, je ne suis pas un barbare des banlieues, mais avec la précision d'un bistouri, taillant dans les chairs tendres de son existence impeccable. Claire Duval, la veuve irréprochable, la professeure adulée, allait payer pour chaque regard froid, chaque mot non dit. Et Paris, ma ville bien-aimée, serait le théâtre de cette tragédie intime. Le lendemain de la confession, je me suis réveillé avec une clarté nouvelle, comme si la scène elle-même avait lavé mes illusions. Mon appartement, avec ses murs blancs et ses esquisses d'épure accrochées au hasard, me semblait soudain un bunker. J'ai appelé Élise pour annuler notre week-end à Deauville, un imprévu au travail, ai-je menti, ma voix feignant la nonchalance d'un Parisien aguerri. Elle a ri, pensant à une autre de mes crises créatives, mais au fond de moi, l'imprévu était bien plus sombre, ma mère, cette femme qui m'avait porté 9 mois pour me rejeter 32 ans. Je suis descendu au café du coin, le Petit Zinc, où le patron, un basque trapu nommé Ravière, me servait un café serré sans sucre, exactement comme je l'aimais amer, pour réveiller les sens. Assis à une table en formica ébréchée, observant les passants emmitouflés dans leurs écharpes contre le Vendée, j'ai ouvert mon carnet. Première entrée, inventaire des crimes. Le berceau, elle m'a dit une fois que j'y pleurais tant que les voisins se plaignaient. Étaient-ce des pleurs d'un bébé, ou les siens, étouffés? J'écrivais vite, les mots s'enchevêtrant comme les vignes sur les façades haussmanniennes. Deuxième, les absences, combien de fois ai-je attendu son retour de la Sorbonne, imaginant qu'elle pensait à moi. Maintenant, je sais, elle pensait à sa liberté perdue. La vengeance, dans l'esprit français, n'est pas brute, elle est un art, une danse de mots et de silence, comme dans les pièces de Racine où l'on se déchire sans jamais toucher l'autre. J'ai décidé de commencer par le subtil, l'isolement. Ma mère vivait pour ses routines, ses cours sur Balzac le mardi, c'était avec les collègues le jeudi, ses promenades solitaires le long des quais. Je deviendrais son ombre inversée, présent mes absents, aimant mes distants. Ce soir-là, je suis retourné chez elle, un bouquet de roses blanches à la main, un symbole d'innocence feinte. Maman, parlons-en, ai-je dit en entrant, posant les fleurs sur la console en acajou où trônait une photo de nous deux, figée dans un sourire de 1995. Elle était dans le salon, un verre de chardonnay à la main, les rideaux tirés pour filtrer la lumière rasante du crépuscule. Alexandre, ce n'est pas nécessaire. C'était une confidence, pas une déclaration de guerre. Sa voix, toujours cette intonation professorale, mais fêlée au bord. Je me suis assis en face d'elle, sur le canapé en velours usé, et j'ai pris sa main froide, comme toujours. Au contraire. C'est une libération. Dis-m'en plus. Comment as-tu supporté cela? Les mots étaient doux, mais mes yeux, durs comme le marbre de Notre-Dame. Elle a hésité, puis le flot a jailli, les nuits blanches après ma naissance, le ressentiment envers mon père qui avait fui à Lyon avec sa maîtresse, les ambitions sacrifiées à un poste à Oxford qu'elle avait décliné pour élever, l'erreur. Chaque aveu était une brique que je ramassais pour bâtir mon mur. Je l'ai écouté des heures, hochant la tête, versant du vin quand son verre se vidait. À minuit, quand elle s'est effondrée en sanglots, des sanglots rares, contrôlés, comme une averse d'été où j'ai senti le premier frisson de pouvoir. Tu es fort, maman. Plus fort que moi. Mensonge pieux. En rentrant, j'ai effacé son numéro de mes favoris, mais pas avant d'envoyer un SMS, merci pour la vérité. Je t'aime. 3 mots empoisonnés, qu'il a entrés comme un refrain maudit. Les semaines suivantes, j'ai orchestré le premier acte, l'invasion des souvenirs. J'ai fouillé ses armoires quand elle était en cours ou des lettres jaunies de mon père, des carnets où elle notait ses frustrations postpartum, Alexandre hurle,
et moi avec lui. J'ai scanné, numérisé, archivé. Puis, anonymement, j'ai commencé à les partager, pas publiquement, pas encore, mais avec ses collègues. Un email depuis une adresse fantôme, une confidence d'une admiratrice, Claire Duval cache des secrets qui rendraient Phèdre jalouse. Pièces jointes, extraits édulcorés, juste assez pour semer le doute. Lors d'un dîner à la faculté, j'ai appris par une indiscrétion qu'elle avait pâli en recevant un message similaire. Le poison coulait, lent et invisible. Élise a remarqué les changements, mes nuits blanches, mes esquisses de bâtiments en ruine. Tu construis des prisons, maintenant, a-t-elle plaisanté un soir, nue sur les draps froissés, sa peau pâle luisant sous la lampe de chevet. J'ai ri, mais au fond, oui, ma vengeance était une prison pour ma mère, au barreau forgé de ses propres mots. Bientôt, le deuxième acte, la révélation publique. Mais d'abord, je devais creuser plus profond, atteindre les racines de sa haine pour en arracher les fils un à un. Paris, avec ses boulevards larges et ses ruelles étroites, conspirait avec moi. Je marchais le long de la rue de Rivoli, évitant les touristes qui photographiaient les vitrines des bijoutiers, imaginant ma mère jeune, avant moi, dansant dans un bal masqué du Moulin Rouge. Était-ce cela qu'elle avait perdu? Une vie de passion fugace, d'amant aux accents italiens? Mon carnet s'épaississait, plan pour un blog anonyme, les ombres de la maternité, où des femmes comme elle confesseraient leurs regrets. J'y posterais ces lettres, masquées, mais reconnaissables pour qui savait lire entre les lignes. Un soir, elle m'a appelé, la voix brisée, Alexandre, des rumeurs à la Sorbonne. Sur moi. Sur nous. J'ai feint l'inquiétude, maman, dis-moi tout. Je suis là. Et pendant qu'elle pleurait au téléphone, j'ai souri dans l'ombre de mon atelier, le premier éclat de triomphe dans cette guerre intime. La deuxième phase de ma revanche a pris forme dans les méandres numériques de Paris, cette ville qui, sous ses ponts ancestraux, cache des câbles de fibre optique bourdonnant de secrets. J'ai créé le blog un mardi pluvieux, affalé sur mon clavier dans un cybercafé du Bastille, entouré d'étudiants qui tapaient furieusement leur thèse sur Rimbaud. Les ombres maternelles, le titre clignotait en lettres gothiques sur l'écran, un hommage ironique aux gravures du XIXe siècle que ma mère adorait disséquer en cours. Le premier post, une lettre anonyme, la sienne, édulcorée, j'ai haï mon fils du premier cri. Il était le poids d'une vie non choisie, une chaîne dorée qui m'étouffait dans les nuits parisiennes. Pas de nom, mais des détails, la Sorbonne, un vase Ming brisé, un père fuyant à Lyon. Suffisant pour que les collègues curieux fassent le lien. Les vues ont grimpé vite, 50 le premier jour, 300 la semaine suivante, partagées sur des forums de littérature et des groupes Facebook de mères célibataires. Les commentaires affluaient, un cœur de voix brisée, je me reconnais. Mon fils est ma prison. La maternité, ce mythe romantique, est un cauchemar pour certaines. J'écrivais les réponses sous pseudonyme, l'ombre, amplifiant la douleur, oui, et si on osait le dire? La haine n'est pas un crime, c'est une vérité refoulée. Chaque clic était un clou dans le cercueil de sa réputation. Ma mère a frappé à ma porte un vendredi soir, trempée par l'averse, son imperméable dégoulinant sur le paillasson. Alexandre, c'est toi? Ce blog. Ces mots. Ses yeux, rougis par les larmes ou l'insomnie, me transperçaient. J'ai ouvert grand, l'invitant à entrer avec une courtoisie feinte. Maman, assieds-toi. Du thé? Elle s'est effondrée sur le canapé, les mains tremblantes autour de la tasse fumante. Les collègues murmurent. Une a même annulé notre thé. Ils disent que je suis monstrueuse. J'ai écouté, le cœur battant d'un mélange de culpabilité et d'exaltation. Culpabilité? Éphémère, balayée par le souvenir de son « erreur ». Ce n'est pas moi, maman. Mais peut-être est-ce le destin qui te rattrape. Tes mots, dans ce carnet que j'ai trouvé. Ils méritent d'être entendus. Elle a blêmi, réalisant que j'avais violé son sanctuaire. Tu as fouillé? Mon Dieu, Alexandre, tu es comme ton père calculateur, froid. Le compliment involontaire m'a fait sourire intérieurement. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, elle défendant sa jeunesse volée, moi disséquant chaque faille avec la précision d'un architecte. Tu m'as élevé pour être fort, non? Alors, affronte-le. À son départ, elle m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des années, un geste désespéré, que j'ai rendu tiède. Élise est entrée dans la tourmente sans le savoir. Lors d'un dîner chez l'ami Jean, un basque animé dans le 7e, elle a posé sa fourchette sur l'escargot à moitié mangé. Ton histoire avec ta mère.
C'est plus qu'une dispute. Tu changes, Alexandre. Tes yeux. Ils sont durs. J'ai commandé une autre bouteille de Jurançon, sucré comme le mensonge que je lui ai servi, c'est la pression du travail. Et toi, tes toiles? Elle a ri, mais son regard s'est voilé. Cette nuit-là, dans son atelier puant la térébenthine, nous avons fait l'amour avec urgence, comme pour exorciser les fantômes. Mais le lendemain, j'ai effacé ses messages sans répondre, sentant que même elle devenait un pion dans mon échiquier. Le blog a explosé quand j'ai posté une confession, plus osée, une audio anonyme, ma voix déformée par un logiciel, récitant ses aveux verbatim. Je t'ai haï parce que tu n'étais pas prévu. Une chaîne. Les écoutes ont atteint les milliers, un podcastueur l'a relayé sur France Culture, débattant de « la face sombre de la maternité française ». Ma mère a perdu un cours, indisposition, a-t-elle prétexté. Je l'ai vu errer près de la Seine, silhouette voûtée sous les platanes dénudés, et pour la première fois, j'ai ressenti non de la pitié, mais une satisfaction viscérale, comme si j'alignais enfin les plans d'un bâtiment parfait. Mais la vengeance, comme un vin trop tannique, laisse un arrière-goût amer. Des nuits, je me réveillais en sueur, hanté par des rêves où elle me berçait vraiment, ses yeux pleins d'amour. Était-ce réel, ou un désir fabriqué? J'ai consulté un thérapeute, un juif ashkénaze du Marais nommé Lévi, qui m'a écouté sans juger, ses lunettes rondes reflétant mon reflet tourmenté. La haine engendre la haine, Alexandre. Où cela s'arrête-t-il? J'ai ri, quand elle comprendra ma douleur. Il a haussé les épaules, typiquement français, bonne chance avec ça. Le troisième acte se profilait, l'attaque personnelle. J'ai contacté un journaliste freelance, un ancien condisciple de la Sorbonne, pour un article sur « Les mères repenties ». Anonymat garanti, mais détails croustillants fournis. Bientôt, Le Monde publierait un portrait voilé de Claire Duval, la professeure qui haïssait son fils. Et moi, dans l'ombre, je savourais le spectacle de son empire s'effondrant, brique par brique, comme un immeuble mal conçu. Pourtant, au milieu de ce chaos orchestré, un doute s'insinuait, et si ma vengeance me transformait en monstre pire qu'elle? Paris, indifférente, continuait son ballet, les klaxons des taxis, les rires des terrasses, le murmure éternel de la ville lumière. J'ai marché jusqu'au Père-Lachaise, posant une rose sur la tombe de Proust, murmurant, à la recherche du temps maudit. Le vent a emporté les pétales, et avec eux, un fragment de mon âme. L'article est sorti un matin de novembre, gris comme le ciel au-dessus des Invalides, quand les feuilles mortes colmataient les grilles des jardins publics. La maternité volée, confession d'une professeure de la Sorbonne, titrait Le Monde en une culturelle discrète, mais assez pour faire frémir les couloirs de la faculté. Le journaliste, Pierre Laurent, avait brodé avec talent, Claire des veuve éduquée, avoue une haine viscérale envers son fils unique, fruit d'un accident et qui brisa ses rêves. Il était une chaîne, écrit-elle dans ses carnets intimes. Pas de photos, mais une silhouette floue inspirée d'une gravure du XVIIIe, et des extraits que j'avais fournis, anonymement, lors d'un café au Procope. Ma mère m'a appelé à 7 heures, sa voix un fil tendu sur le point de rompre. Alexandre. C'est toi, n'est-ce pas? Cette ignominie dans le journal. Je sirotais mon café au lait, fenêtre ouverte sur le bruit des balayeurs municipaux. Maman, je lis en ce moment. C'est affreux, hein? Mais vrai. Elle a hurlé un son primal, loin de sa diction raffinée au puis raccroché. J'ai plié le journal, le glissant dans mon sac comme un trophée, et suis parti pour l'atelier, où mes collègues commentaient déjà « Ta mère enseigne là-bas ?» Incroyable, cette histoire. À la Sorbonne, le scandale a fermenté comme un Beaujolais nouveau. Des pétitions circulaient pour sa suspension, promotion de la haine familiale dans l'éducation, des étudiantes la filmaient en cachette lors de ses cours, postant des snippets sur TikTok avec des captions comme « La prof qui déteste ses enfants ». Elle a tenu une semaine, pâle comme un spectre, sa voix chevrotant sur des analyses de Madame Bovary, ironie suprême, une femme piégée par ses désirs inassouvis. Puis, la direction l'a convoquée, j'ai appris par un ami qu'elle avait démissionné, prétextant une « fatigue nerveuse ». Ce soir-là, elle est venue chez moi, un sac de voyage à la main, les yeux creux comme les orbites d'une statue de Rodin. Je pars, Alexandre. À la campagne, chez ta tante à la Loire. Je ne peux plus affronter Paris. J'ai préparé un dîner au coq au vin, sa recette préférée, mijotée avec une pointe de vinaigre pour l'aigreur. Nous avons mangé en silence, le tic-tac de l'horloge comtoise rythmant nos fourchettes. Puis, elle a brisé le calme, pourquoi?
pour équilibrer les comptes? Ta douleur contre la mienne? J'ai levé mon verre, à la vérité, maman. Tu m'as appris à la chercher dans les livres. Maintenant, vis-la. Elle est restée 3 jours, dormant sur le canapé, errant dans l'appartement comme un fantôme. Je l'observais, ses mains tremblantes feuilletant mes esquisses, ses murmures nocturnes, « Pardon, mon fils, pardon », que j'enregistrais discrètement sur mon téléphone. C'était le summum de l'humiliation, la femme fière réduite à quémander l'absolution de l'enfant qu'elle avait rejeté. Élise est passée une fois, mal à l'aise, sentant l'atmosphère électrique. Ta mère a l'air brisée. Que as-tu fait? J'ai haussé les épaules, la vie, Élise. La vie parisienne. Quand elle est partie, laissant une lettre sur la table, je t'ai aimé à ma façon. Pardonne-moi si tu peux, j'ai senti un vide se creuser, plus vaste que la haine. Le blog continuait, alimenté par d'autres confessions que j'inventais ou volais en ligne, mais son impact sur elle était total, amis disparus, invitations annulées, même la voisine du dessus, Madame Berger, avait cessé de lui dire bonjour dans l'escalier. J'ai marché le long des Champs-Élysées, lumière festive clignotant pour Noël, et pour la première fois, la vengeance m'a paru fade, comme un croissant rassis. Pourtant, je n'ai pas arrêté. Le 4e acte, l'héritage. J'ai falsifié des documents infaciles pour un architecte habitué au plan en transférant subtilement des fonds de son compte épargne vers une association pour enfants non désirés. Quelques milliers d'euros, pas assez pour la ruine, mais suffisant pour qu'elle panique en consultant sa banque. Un appel désespéré, Alexandre, mes économies. Volé. J'ai feint l'horreur, un piratage? Appelle la police. Intérieurement, triomphe, son nid d'aigle financier, becqueté par mon corbeau. Lévy, mon thérapeute, a secoué la tête lors de notre session, vous construisez un mausolée pour vous-même, Alexandre. La revanche est un poison lent. J'ai payé en liquide, coupant les ponts. Élise a rompu par texto, tu es toxique. Adieu. Paris, cruel, m'offrait sa solitude en échange, des bars solitaires du Sentier, où je buvais du pastis avec des inconnus, disséquant ma victoire amère. Bientôt, le climax approchait, une confrontation finale, dans la maison familiale de Normandie, où tout avait commencé. J'ai réservé un train pour Caen, billet aller simple, prêt à clore le chapitre avec un geste ultime non la mort, mais l'oubli éternel. Le train pour Caen brinque-ballait comme un souvenir mal digéré, ses rails chantant une complainte monotone sous la pluie normande. J'avais 32 ans, mais me sentais centenaire, usé par des mois de machination qui avaient rongé ma chair comme un acide lent. Dans mon compartiment, face à une vieille dame tricotant un châle informe, je relisais la lettre de ma mère, rejoins-moi ici, à la maison. Nous devons parler une dernière fois. Pas une supplique, mais une convocation au son ton professoral intact, même dans l'exil. La maison de Normandie, un manoir délabré du 17e près de Bayeux, était le fantôme de mon enfance, mur couvert de lierre, cheminée où crépitaient des hivers solitaires, jardin envahi par les orties où je jouais seul pendant qu'elle corrigeait des copies. Elle m'attendait sur le perron, silhouette amaigrie dans un pull en laine trop grand, ses cheveux noués en un chignon négligé. Alexandre. Un mot, chargé comme un ciel d'orage. Nous sommes entrés sans embrassade, le gravier crissant sous nos pas comme des os broyés. Le dîner était frugal, soupe de potiron, pain de campagne, vin rouge âpre des vignes locales. Assis à la table massive en chêne, nous nous jaugions comme des duellistes avant l'épée. Tu as gagné, a-t-elle dit enfin, versant du vin d'une main ferme. Ma carrière en cendres, mes amis en fuite, mon argent volatilisé. Quelle satisfaction cela te procure-t-il? J'ai mâché lentement, savourant le piquant sur ma langue. La même que tu as eue en me portant, maman. Une illusion de contrôle. La nuit a été une confession réciproque, plus brutale qu'aucun cours de littérature. Elle a raconté, la grossesse surprise à 25 ans, mon père un éditeur volage fuyant avant l'accouchement, les nuits où elle me berçait en maudissant le destin. Je t'aimais, à ma façon tordue. Mais la haine. Elle était pour moi-même, pas pour toi. Tu étais le miroir de mes échecs. Ces mots, pour la première fois, perçaient ma cuirasse. J'ai répondu avec mes propres ombres, les amours ratés, le sentiment d'imposture dans mon travail, la solitude parisienne amplifiée par son rejet implicite. Tu m'as appris à haïr en silence. J'ai juste rendu cela audible. Au matin, nous avons marché dans le jardin, brume enveloppant les ruines d'un pigeonnier.
Elle a trébuché sur une racine, je l'ai rattrapée, nos mains se touchant vraiment pour la première fois au chair contre chair, sans gants. Et maintenant, a-t-elle demandé, voix chevrotante. J'ai sorti mon téléphone, effaçant le bloc d'un swipe, maintenant, on reconstruit. Ou on s'oublie. Elle a pleuré, non de défaite, mais de soulagement, j'ai versé une larme, non de pardon, mais d'épuisement. De retour à Paris, le vide était palpable. L'atelier bourdonnait de projets, mais mes lignes étaient molles, sans âpreté. J'ai recroisé Élise par hasard au marché d'Aligre, elle vendait ses toiles, riait avec un nouveau compagnon. Notre regard s'est croisé, elle a souri, pitié dans les yeux. J'ai hoché la tête, continuant mon chemin, panier rempli de fromage et de regrets. La vengeance avait gagné, mais à quel prix? Lévi avait raison, un mausolée. J'ai recommencé la thérapie, session où je disséquais non plus sa haine, mais la mienne auto-infligée, nourrie par des années de silence. Ma mère est restée en Normandie, écrivant un livre anonyme sur « La maternité refoulée, thérapie pour elle-même ». Nous nous appelons parfois « conversations courtes, polies, comme des voisins de palier ». Pourtant, dans les nuits claires, quand la lune baigne les toits de Paris, je sens encore la lame froide, pas celle que j'ai imaginé lui planter, mais celle que j'ai retournée contre moi. La haine maternelle n'était qu'un prétexte, la vraie tragédie était la mienne, un fils cherchant l'amour dans les ruines d'un foyer fissuré. Les mois suivants ont été une reconstruction bancale, comme un échafaudage sur un immeuble condamné. Paris, avec sa grâce impitoyable, m'a forcé à avancer, nouveau client pour l'atelier, un projet de rénovation pour une galerie au Louvre des Antiquités, où je redessinais des espaces pour abriter des sarcophages égyptiens. Ironie, vu mon propre tombeau intérieur. J'ai rencontré une femme, Sophie, libraire dans le VE arrondissement, aux yeux verts comme les fontaines de Versailles et au rire qui chassait les ombres. Nos premiers dîners, aux petits zincs, étaient légers, débats sur Gide, baisers volés sous les platanes de Saint-Germain. Mais ma mère hantait encore les marges de mes jours. Un colis est arrivé un printemps pluvieux, son livre, Ombres intimes, publié sous pseudonyme chez un petit éditeur normand. Dédicace manuscrite à Alexandre, pour que la lumière perce enfin. J'ai lu d'une traite, assis sur un banc du jardin des Tuileries, page tournée par un vent taquin. C'était sa confession complète, la joie fugace de ma naissance, noyée dans le ressentiment, les efforts pour m'aimer, sabotés par la culpabilité, une lettre finale à mon père, jamais envoyée, maudissant son abandon. À la fin, un chapitre sur moi, mon fils m'a puni non par cruauté, mais par besoin de vérité. Il m'a sauvé en me brisant. Les larmes ont coulé, salées comme la mer de Deauville. Était-ce du pardon? Ou juste une catharsis mutuelle? J'ai appelé Sophie ce soir-là, voix rauque, viens, j'ai besoin de toi. Elle est arrivée avec une bouteille de cidre breton, et nous avons parlé jusqu'au down, ses doigts traçant des cercles sur mon dos tatoué de cicatrices invisibles. Tout le monde porte des ombres, Alexandre. Les tiennes ne te définissent pas. Pourtant, le passé ressurgissait, un email d'un ancien collègue de ma mère, invitant à une lecture de son livre à la Sorbonne Réhabilitation timide. J'y suis allé incognito, casquette enfoncée, mêlée à la foule d'étudiants curieux. Elle lisait, voix retrouvée, sur une estrade baignée de projecteurs, la haine n'est pas éternelle, elle est un cri étouffé. Applaudissements polis, je suis sorti avant la fin, cœur serré, marchant vers la scène où les lumières dansaient comme des regrets apaisés. Ma propre thérapie avec Lévi s'est muée en amitié, café au Marais, discussion sur Freud et les cicatrices familiales. Vous avez vengé, maintenant pardonnez, disait-il, pipe fumante entre les dents. J'ai essayé, un voyage en Normandie, seul, dormant dans la maison vide. Les murs murmuraient encore, rires d'enfants s'inventaient, disputes étouffées. J'ai brûlé des lettres dans la cheminée, cendres volantes comme des âmes libérées. Élise réapparaissait en flash, une expo où j'ai vu ses nus, corps entrelacés que je n'avais pas touchés. Pas de regret, juste une leçon sur l'amour éphémère. Sophie, elle, s'installait, week-end à Giverny, suivant les pas de Monet, peignant nos portraits dans les champs de coquelicots. Tu construis maintenant des ponts, pas des prisons, murmurait-elle, et je riais, croyant presque à cette métaphore. Mais la vraie épreuve vint en été, ma mère, de retour à Paris pour une signature. Invitation tendue, dîner? Juste nous. Au restaurant, un bistrot discret de la rue de Birague, nous nous sommes assis face à face, menu français classique devant nous, escargots, foie gras, fromages affinés. Fier de ton livre, ai-je dit, levant mon verre de Sancerre. Elle a souri, premier vrai sourire, et toi, de ta vie reconstruite.
Conversation fluide, comme un fleuve apaisé, souvenir neutre, rire sur des anecdotes anodines. À la fin, sa main sur la mienne, je t'aime, Alexandre. Pas comme une chaîne, mais comme un fils. Ce n'était pas la fin, les cicatrices persistent, roses sous la peau. Mais dans cette ville de lumières éternelles, j'ai appris que la revanche, comme un roman de Zola, expose les misères pour mieux les transcender. 1 an plus tard, Paris bruissait d'un automne précoce, feuilles orangées jonchant les allées du Luxembourg comme des pages d'un livre inachevé. Mon atelier prospérait, un contrat pour un musée privé dans le 16e, où j'intégrais des verrières modernes à un hôtel particulier du 18e, fusion du passé et du présent, miroir de ma propre guérison. Sophie et moi habitions ensemble, un loft au canal Saint-Martin, où ces toiles abstraites côtoyaient mes maquettes en balsa. Nos matins étaient lents, croissant tiède du boulanger du coin, café filtré, plan pour un futur peut-être enfantin, idée qui me terrifiait encore, mais que j'abordais avec elle, pas à pas. Ma mère avait retrouvé une place, pas à la Sorbonne, mais dans un cercle littéraire discret du quartier latin, animant des ateliers sur l'écriture thérapeutique. Son livre s'était vendu modestement, mais assez pour qu'on la cite dans des revues, une voix courageuse sur les tabous familiaux. Nous nous voyions mensuellement, dîner chez elle ou promenade le long des berges, évitant les sujets épineux pour cultiver un terrain neutre. Une fois, elle m'a offert un carnet neuf, pour tes propres ombres, ou tes lumières. J'y notais désormais des joies, le premier sourire de Sophie au réveil, un coucher de soleil sur Montmartre. La vengeance, ce monstre que j'avais nourri, s'était assoupi, mais pas mort. Des nuits, il grognait, un cauchemar où je la poignardais vraiment, s'encoulant sur les pavés du Marais. Je me réveillais en sueur, Sophie me serrant contre elle, c'est fini, amour. Laisse aller. Et je laissais, petit à petit, comme on défait un nœud gordien avec patience française. Lévi, devenu un oncle improbable, m'invita à son anniversaire, une fête juive animée dans son appartement du Marais, matelas de hareng, blague en yiddish. Regarde-toi, Alexandre, de vengeur à survivant. C'est le vrai triomphe. J'ai ri, toasting avec du schnapps, à la haine vaincue. Un soir d'hiver, nous avons organisé un dîner à 4, ma mère, Sophie, Lévi et moi, chez un traiteur arménien du 13e, où les mets épicés éveillaient les sens. Conversation vagabonde, littérature, architecture, les absurdités de la vie. Ma mère a raconté une anecdote de son atelier, une jeune femme confessant une maternité forcée, j'ai partagé un projet pour un mémorial aux enfants perdus. À un moment, nos regards se sont croisés, pas de mots, juste une compréhension muette, forgée dans le feu. Paris, témoin indifférent, continuait son éternel ballet, touriste au Sacré-Cœur, vendeur à la sauvette sur les ponts, le ronron des métros souterrains. J'ai gravi les marches de Montparnasse, dominant la ville comme un conquérant pacifié, et j'ai pensé, la haine maternelle n'était qu'un chapitre, pas l'histoire entière. La mienne, riche en drame et en renaissance, s'écrivait désormais en couleurs vives, sans chaîne. Et si un jour, un enfant non prévu venait? Je l'aimerais, non par devoir, mais par choix, le plus grand acte de revanche contre les ombres du passé. Fin, ou plutôt, à suivre, dans les rues infinies de cette ville qui pardonne tout, à condition de savoir demander.